Bonjour, je m'appelle Gaëtan Bardaville Belli, auteur. Mon dernier livre, Trop d'ennui, nuit à la raison, est un livre jubilatoire, un livre enthousiaste, dynamique, mais aussi l'antidote idéal au pessimisme ambiant. Un pessimisme distillé par des personnes qui pensent que l'univers est noir ou blanc. Mais aujourd'hui, on sait très bien que l'univers n'est ni noir ni blanc, l'univers est divers. C'est ce que nous montre ce livre, Trop d'envie nuit à la raison. Le personnage principal du livre, c'est bien entendu Salif Koumba. Il partage cet honneur avec Magali Benset Villeneuve. Salif Koumba, c'est un intellectuel. Il a étudié dans les meilleures universités en Occident avant d'aller occuper des postes dans son pays. Mais également, c'est un monarque. Il a hérité du trône paternel lorsque le père décède et qu'il est choisi comme héritier. Il va tout délaisser tout ce qu'il avait pour aller prendre les rênes de sa communauté. Salif Koumba connaît bien l'Occident. Il y a vécu bien des années auparavant. Salif Koumba est également un intellectuel. Mais il y a d'une nuance, c'est un intellectuel africain. Les Africains doivent non seulement se questionner sur la venue de l'humanité, mais également sur le devenir et l'avenir de leur continent d'origine. C'est comme ça. Il faut essayer de comprendre quelle place devrait occuper son continent dans cette humanité qui évolue à un rythme effréné. Mais Salif Koumba n'est pas sectaire, c'est un intellectuel qui peut écouter les différences, comprendre les différences. Essayer quelquefois de les comparer avec ce qui peut se faire de mieux dans sa communauté d'origine. Salif Koumba se retrouve fortuitement en Occident. Et là, il est arrêté. Il est arbitrairement arrêté, accusé de meurtre et injustement condamné. Comme je l'ai dit précédemment, il va être réhabilité. Et là, il va se poser des questions pour savoir comment fonctionne cette société dans laquelle il se trouve fortuitement. Il jette un regard dans son continent d'origine. Que voit-il? Il voit un continent jeune, une jeunesse intrépide, une vague déferlante d'énergie. Il sait bien que cette jeunesse angoisse. C'est daltonien qui ne voit le monde qu'en noir et blanc. Cette jeunesse angoisse parce qu'elle est dynamique également. Elle est déterminée. Aucune embûche ne peut l'empêcher d'avancer. Alors elle avance. Et ça devient l'angoisse pour toutes ces personnes qui pensent que l'Occident, en Occident, devait rester occidental. Lorsque Salif Koumba est réhabilité d'ailleurs, que dit-il lorsqu'il est réhabilité, Salif Koumba? Salif Koumba regarde autour de lui et il prend conscience. Il prend conscience que il est dans un monde figé, dans des certitudes déconcertantes.
Demandez donc, dit-il, pense-t-il, à un Dogoni de comprendre quelque chose dans ce monde paradoxal qui pouvait, par exemple, condamner sans sang, sans opprimer. Il a été la preuve vivante. Changer de gouvernant sans des chemins superflus. Dans l'erreur, battre sa coulpe en direct à la télévision à l'heure de grande écoute. Et de porter réparation avec honneur et dignité. Ce monde qui porte secours, non par compassion, mais par devoir. Ce monde qui, contrairement à des riambards, sert des communautés d'intérêt et non la communauté au sens propre du terme. Voilà ce que pense Salif Koumba. Il est admiratif de cette société dans laquelle il évolue désormais. Il n'est pas sectaire, mais il sait qu'il y a des sectaires. De toutes les façons, tout le monde peut entendre ces voix qui se lèvent pour stigmatiser d'autres individus qu'ils estiment des menaces pour leur société. Je vais revenir ici sur deux individus, deux personnes, deux personnages. L'un, bien entendu, du Québec, et l'autre de Paris. Je ne dirais pas de la France, je ne dirais pas français parce que je pense que la France mérite mieux. Il s'agit, pour le Québec, de M. Mathieu Bock-Côté et en France de M. Éric Zemmour. M. Bock-Côté est un chroniqueur d'extrême droite qui pense que tout ce qui n'est pas occidental est une menace pour sa communauté. M. Bock-Côté, non seulement est un chroniqueur, mais c'est aussi un personnage médiatique. Ses chroniques sont publiées au Journal de Montréal, mais également au Figaro. Le Premier ministre au Québec a cru bon d'endosser ses propos, d'endosser ses écrits, en le qualifiant de nationaliste québécois. Mais ce dont on feint d'ignorer, c'est que le nationalisme québécois du XXIe siècle n'est pas le nationalisme québécois de papa. À moins d'être un communautariste étanche, étriqué. M. Bock-Côté est incapable d'une analyse transcendantale de l'avenir et du devenir des communautés culturelles ici même, sur le territoire du Québec. On voit bien qu'il s'est arrogé le droit de défendre cette société dont il se croit dépositaire de valeurs. Enragé, il était enragé, il est enragé, il est encore enragé aujourd'hui parce que l'Université d'Ottawa a décidé de suspendre une enseignante parce qu'elle avait utilisé le mot nègre à mauvais escient. Il déchire sa chemise parce que Radio-Canada a décidé non pas de
suspendre, de retirer temporairement un épisode d'une série populaire des années 90 à la télévision. Et bien entendu, ces semblables ont crié à l'attaque contre les valeurs québécoises. On a crié à la censure parce qu'il y a des mots qu'on ne peut pas, qu'on empêche l'utilisation au quotidien. Mais je vais vous dire, monsieur Mathieu Bocoté, pourquoi vous ne pourrez plus utiliser le mot nègre au XXIe siècle. Essayez-le, vous allez voir. Mettez nègre dans vos chroniques. Ils ne seront publiés nulle part. Écrivez sur la traite négrière ou les plantations à l'époque de l'esclavage. Vous verrez que votre livre ne sera publié nulle part parce que le monde a changé. Je vais vous donner 2 conseils, monsieur Bocoté. 1. Allez relire, je pense que vous l'avez lu, mais allez relire le Code noir. Vous allez voir que le royaume, l'empire de France, avait des nègres de roi, comme on les appelait à l'époque, des nègres de roi. Parce qu'ils appartenaient au royaume de France. Ils travaillaient dans les plantations pour le royaume de France, pour le roi de France. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est d'aller lire les écrits de M. Victor Schœlcher. Victor Schœlcher était un Français, un militant anti-esclavagisme, qui a mis sa fortune et ses relations au service de cette cause, l'abolition de l'esclavage. Monsieur Schœlcher ne se contente pas de rester à Paris. Monsieur Schœlcher s'installe à Martinique, au contact de la réalité. Et là, il vit avec les esclavagistes, mais aussi les esclaves, les nègres qui travaillent dans les champs. Vous savez quoi, monsieur Bocoté? Lorsque le nègre osait lever son regard vers le maître en signe de défi ou ses sbires, il recevait 50 coups de fouet. Et lorsque le nègre osait simplement s'évader pour échapper à la tyrannie, le maître ordonnait qu'on donne à manger à son nègre ses selles pendant des jours et des jours. Nous n'oublions pas ici le mot en vogue à l'époque, la traite négrière. La traite négrière, c'était un euphémisme pour dire au monde que nous vendons des êtres humains. Mais Schœlcher l'a dit. Schœlcher l'a dit lui-même. L'intelligence de l'homme noir est égale à l'intelligence de l'homme blanc. C'est Schœlcher qui l'a dit. Mais en ce moment, il était le seul à le dire. Il va combattre et il va vaincre parce qu'en 1848, l'esclavage va être aboli et la traite négrière renvoyée dans l'histoire. Voilà, monsieur Bocoté, pourquoi on ne pourra plus utiliser
le mot nègre au XXIe siècle. C'est terminé. Celui qui peut le faire, celui qui veut le faire peut le faire. Mais vous voyez bien que les militants guettent. Même toutes ces personnes qui, vous l'avez dit vous-même, lors de votre passage à l'émission Tout le monde en parle, tous ces chroniqueurs qui, le jour, condamnent le racisme, condamnent toute la haine raciale qu'il peut y avoir dans une société, et que la nuit, vous l'avez dit vous-même, vous appelle pour vous dire, pour vous demander, pour vous encourager à continuer votre combat, à pourfendre les minorités. Parce que vous trouvez que ces minorités sont menaçantes pour votre communauté. Mais monsieur Bocoté, pour terminer, cette communauté doit s'ouvrir. Elle doit s'ouvrir au risque, bien entendu, de l'effondrement. Parce que les hordes frappent de tous les côtés. Vous le savez vous-même. Les hordes frappent de tous les côtés. Ouvrez ou s'effondrer. Et voilà, monsieur, bon côté, ce qui va. Ce qui nous attend. Et bien sûr, de l'autre côté de l'Atlantique, vous avez également votre compère. C'est sûr que vos écrits se ressemblent. Vous publiez tous les deux, ou vous avez publié tous les deux au Figaro. Monsieur Éric Zemmour qui a cru bon de proposer qu'on embarque toute cette jeunesse africaine qui arpente les rues des grandes villes françaises. Parce que la France, pense-t-il, finance elle-même sa destruction. Renvoyer les Africains en Afrique. Chiche, monsieur Éric Zemmour. Renvoyons les Africains en Afrique. Mais en contrepartie, renvoyons tous les Français en France. C'est vous qui le dites. Pas simplement le Français qui investit, qui y travaille, mais également tous les Bollorés de ce monde qui arpentent ce continent en remplant les fonds de tiroir. Oui, on les renvoie également. De toutes les façons, vous le savez bien, les Bollorés, personne n'en veut de Bollorés en Afrique. Personne. À part, bien entendu, tous ces gens qui sont corrompus à gauche et à droite qui pensent que Bolloré, c'est le sauveur. L'Afrique peut vivre sans Bolloré. Vous avez bien compris, on renvoie les Français qui sont en Afrique. On renvoie les Bollorés qui arpentent ce continent, mais c'est pas tout. On renvoie également les forces Barkhane. Parce que Barkhane, personne n'en veut. Personne ne veut de Barkhane. Vous voyez bien que Barkhane occupe les territoires arides du nord du Mali, comme par hasard. Des territoires qui regorgent de métaux précieux. Oui, monsieur Éric Zemmour, comme par hasard, ce sont des territoires qui regorgent des métaux précieux. Oui, on renvoie Barkhane en France parce que personne n'en veut au Mali. Ce n'est pas tout. L'eau, les bases françaises qui parsèment le continent, on les démantèle une à une et on renvoie ces militaires dans leur base d'origine. Ce sont des dizaines de bases qu'on va démanteler, monsieur Éric Zemmour. Ce n'est pas tout. Le franc CFA, personne n'en veut. Le franc CFA, personne n'en veut en Afrique aujourd'hui, de cette monnaie qui
qui avilit. Personne n'en veut. Alors, la France repart avec son franc CFA. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, M. Éric Zemmour. Tous ces accords coloniaux et néocoloniaux qui ont embourbé l'Afrique, ces accords néocoloniaux que cette jeunesse que vous stigmatisez traîne comme un boulet de canon. Ces accords, rayés d'un trait de plume, on verra qui va en souffrir. Vous pensez qu'aujourd'hui que l'Afrique ne peut pas se passer de la France? Vous vous trompez complètement, M. Éric Zemmour. La France, c'est un grand pays, aux racines séculaires et profondes. Bien entendu, les personnes comme vous la dénaturent. Mais ce qui est vrai dans tout ça, c'est que aujourd'hui, les Africains ne veulent pas de ces accords néocoloniaux. Les Africains ne veulent pas du franc CFA. Les Africains ne veulent pas de base militaire. Les Africains ne veulent pas de Barkhane. Et pourtant, ils sont là. Tous ces éléments sont dans ce continent. Et tous ces pions sont poussés par la France. Et vous pensez que la France osera aujourd'hui mettre tous ces Africains à la porte? Je ne crois pas que la France osera le faire aujourd'hui. Parce qu'il y a d'autres puissances qui frappent à la porte, qui sont prêtes à remplacer la France demain matin. Vous êtes des daltoniens, évidemment. Tout ce qui n'est pas occidental représente une menace pour vous. Pour le cas de l'Afrique, ce n'est pas une menace. C'est une réalité. L'Afrique est jeune. Et quand on est jeune, on veut découvrir. Et si cela passe par la France, bien évidemment, elle passera par la France. N'en déplaise à M. Éric Zemmour. Comme je vous ai dit précédemment, le livre Trop d'ennui, trop d'envie nuit à la raison est l'antidote même du pessimisme ambiant véhiculé par des polémistes comme M. Éric Zemmour et Mathieu Bock-Côté. C'est l'antidote, c'est l'anti Zemmour et Bock-Côté. Il est disponible partout, évidemment. Si vous voulez retrouver l'optimisme qui devait être le nôtre aujourd'hui, vous devez lire Trop d'envie nuit à la raison. Merci. Et à bientôt.